Hey, Jeff? Yeah, it's Zef from Comics Outcast. Yeah, listen, I'm sorry, but we didn't receive your payment for the last show. Yeah, I'm so sorry, but we can't talk about you anymore and your comics. What? 10,000? Hold on, please. Eric? Ouais. Il y a Jeff Lemire, là, il propose 8K pour la prochaine émission, pour After Death. Ben, go. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Yeah, Jeff? Yeah, it's okay for the next show for After Death. Yeah, you can transfer it on my interest account. Thanks. See you. Bouillard! Oh, le petit bouillard, genre les autres ils ont même pas suivi. Non. Ah, ils étaient tellement pas dedans. On m'a pas appris à faire bouillat. Et puis bon, on va t'apprendre à bouillard. Bouillard. Bonjour et bienvenue dans ce 72e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Rukawa, notre géniale bande de chroniqueurs vous propose d'explorer le vaste univers des comics au travers de discussions et de revues sur une grande variété de titres. Moi, c'est Eric pour animer Tous Fouillis et à mes côtés pour la réalisation, il y a Adrien. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi-même? Bah écoute, ça va. Je tousse pas trop pour l'instant, mais les allergies commencent à kikin. Mais sinon, ça va. Comme on va dire bonjour aux 2 autres chroniqueurs de cette semaine. En plus d'Adrien, il y a Zef. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, je suis malade, mais toi bien. Je comprends ta peine. Et Quetrus. Salut Eric. Salut Quetrus, comment ça va? Bah ça va, les allergies ça va. Mais ça va, je gère. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Eric? Qu'est-ce que je lis? Game of Thrones. J'en suis au milieu de livre 2. Audiobook. Comme beaucoup, j'imagine, vous devez enfin être soulagé que cette longue période électorale soit terminée. Mais ne vous relâchez pas trop tôt. Notre campagne pour la promotion des comics ne s'arrête jamais. Nous porterons nos voix partout dans le pays. On sera là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. J'essaye de... Ouais. Que vous soyez plutôt page de droite ou page de gauche dissidente, rejoignez-nous, car c'est notre projet. Vous avez vu le... Ouais. Il est fort, il est très fort. Franchement, c'est bien, ouais. c'est bien, j'aime bien. 5 minutes. Moi j'aime bien. J'aime bien. Sinon, au-delà de ça, on a un programme sympathique et totalement dépourvu d'hymne à la joie. On parlera de Cannibal, de Super Sons et de Skyborn dans les revues. Le focus sera consacré à AD After Death et nous parlerons d'un jeu de plateau Marvel dans la dernière partie de l'émission. Je dis un jeu de plateau parce que j'ai oublié le nom déjà. C'est un jeu de société en fait. Un jeu de société Ouais. dont le nom est Dice Master Marvel. Dice Master Marvel. Un jeu auquel... X-Men en fait. X-Men. Ok, un jeu auquel Jeff Lemire a certainement déjà joué. Je crois que... Sûrement. Oui, Ok. ouais, il m'en a C'est parlé. lui qui nous l'a fait découvrir. Oui. Avec les 10 millions. 10 10 000. Enfin 8 Voilà. en fait. Interagissez avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, @ComicsOutcast, et venez discuter dans notre groupe Facebook, le Bouillard Comics Club, Bouillard BOUYAH, sur Facebook. Et si vous avez le temps, passez sur iTunes, mettez-nous un petit commentaire et des petites étoiles, comme ça on shinera bright comme des diamonds. Waouh. T'as vu ça? Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. Comics Outcast numéro 72, c'est parti! Premier... Oh, I'm a good man. C'est pas, n'oubliez pas les paroles. Première partie de l'émission, nous allons parler des revues. Les revues, nous choisissons 3 comics et nous lisons les 3 premiers chapitres. On lit de notre côté et on se rejoint ici autour du micro pour en parler pour la première fois. En ce qui concerne le premier comics de cette semaine, il s'agit de Conducteur Cannibal et c'est Adrien qui va nous en parler. Oh, déjà. T'as vu? Ouais. Alors, Cannibal. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose. J'ai clairement choisi Cannibal pour son titre et ses couvertures que j'ai trouvées tout simplement grandioses. Un titre Image Comics qui a débuté en octobre 2016, écrit par Brian Buccellato et Jennifer Young, dessiné par Mathias Bergara. Et donc c'est chez Image Comics, je l'ai déjà dit. Alors comment vous résumez ça? C'est une sorte de saison de True Detective sous menace pandémique, une sorte de film de zombies sans zombies. C'est Fargo dans le bayou. Oh. Et comme Young, une des auteurs, l'a qualifié, c'est une sorte d'histoire anti-apocalyptique. Cannibal, donc des hommes qui mangent des hommes. On s'attend à une histoire de zombies, c'en est pas vraiment une. Mais il y a bien des flesh eaters, comme on dit.
Ça se passe dans la petite ville de Willow, dans le sud des États-Unis, dans la Floride, dans la mangrove. Une ville reculée qui n'est pas vraiment concernée par une pandémie qui a commencé en 1994 suite à un ouragan qui a réveillé des vieux moustiques qui avaient hiberné et qui portaient en eux une sorte de maladie. Et cette maladie, quand on y est exposé, après, on meurt d'envie de croquer dans son voisin. Mais pas vraiment comme dans les trucs de zombies où du coup on perd toute personnalité et où on n'est plus qu'un système nerveux en quête de nourriture. Ici, on est plutôt comme un crack addict qui a absolument besoin de ça, mais on n'est pas spécialement d'accord. Hein. D'ailleurs, le tout premier numéro de ce comics commence face à un homme fragile, confus, qui supplie un jeune homme sur qui il vient de tomber de vite rentrer se réfugier. Mais le mal était fait, la maladie l'a urgé à goûter sa chair. Et là, Mathias Bergara, l'auteur, décrira en une planche, en fait, finalement, toute l'horreur de cette maladie, la détresse de l'infecté et voilà, et l'horreur de la situation. Donc, pour revenir à cette petite ville de Willow, qui n'est pas franchement concernée par le problème, qui a vu ça de très loin, on comprend que la maladie vient d'Amérique du Sud. Puis là, dans cette petite ville d'entre-soi, on a une solution qui est bien simple de toute façon. Quand la maladie arrivera, il suffira de tuer un porteur de maladie. Bien sûr, cette assumption est très simple quand on n'est pas concerné par le problème. Une fois que nos proches commencent à être touchés par la maladie, c'est une autre histoire. Et dans ces périodes électorales, vous pourrez imaginer que ce comics porte une toute petite teinte politique finalement. Je vais pas forcément vous raconter toute l'histoire de ces quatre numéros qu'on a lus, 4 au lieu de 3 parce que la première histoire se déroule en 4 chapitres. Mais il s'agira de suivre plusieurs personnages au destin croisé qui sont touchés par des faits divers liés ou pas à la maladie. Et c'est vraiment ce qui m'a fait moi penser, en fait, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de True Detective ou de Fargo, cette espèce d'ambiance un peu poisse du Sud là, et des histoires intriquées qui sont en fait tout un tas de subplots quoi, qui s'empilent, qui donnent beaucoup d'épaisseur à des personnages. C'est vraiment plus une histoire sociale, une somme de petites histoires qui évoluent ensemble et on ne sait pas exactement comment on est arrivé dans tout ce bordel, mais c'est un sacré bordel. Pour raconter très simplement, on va suivre un homme dont la femme a disparu. On ne sait pas exactement pourquoi elle a disparu. On imagine que c'est peut-être lié à cette maladie. Mais la petite bourgade dans la peur va dépasser la loi et l'autorité et puis partir dans une espèce de quête vengeresse et chercher le coupable de cette disparition. Moi j'ai beaucoup aimé ce comics qui du coup sous ces airs de récit post-apocalyptique n'en est finalement pas un du tout, mais on retrouve une ambiance un peu poisse dans les dessins et dans le récit, un peu façon Outcast d'ailleurs. J'ai pas mal pensé à Outcast. C'est un univers qui est vraiment ultra maîtrisé, assez cinématique finalement. Et c'est, pour moi, la grosse valeur ajoutée, c'est une proposition originale sur le mythe du zombie, quoi. Finalement, c'est pas le point de vue d'une bande de survivants post-apocalyptiques, mais c'est plutôt la vie normale d'une communauté qui justement ne voit pas le problème, ou plutôt le voit du coin de l'œil, et qui réagit, finalement, assez naturellement. Dans sa désorganisation et on a tout un tas de points de vue assez complexes. Alors on pourrait du coup se retrouver face à des destins un peu comme on avait dans Walking Dead finalement, mais à ce stade c'est un petit peu tôt pour dire si ça sera aussi grand que ça. Graphiquement, alors, par exemple, les covers, pour moi c'est un gros choc. Dans l'histoire, les analogies politiques sont assez intéressantes à garder en tête quand on le lit.
Maintenant, les artworks, pour y revenir, c'est parfois assez variable. Il y a des trucs qui m'ont pas toujours trop plu. Et puis il y a des petites erreurs de mise en scène qui m'ont un peu gêné dans la compréhension du récit en fait. Je trouve qu'il y a des personnages qui se ressemblent un peu trop et du coup on a tendance à douter sur qui vient de faire quoi, qui est suspect, qui est pas suspect. Voire même carrément à un moment un personnage qui est impliqué dans une scène mais qu'on voit nulle part ailleurs dans le chapitre ou presque et qui du coup le moment de cette révélation qui doit être un gros choc fonctionne pas très bien parce que juste il figure pas dans le chapitre donc on n'a pas vraiment la confirmation que c'est lui et je suis pas sûr que ce soit voulu, je pense que c'est plutôt une erreur de mise en scène et de construction de l'action quoi. Et je sais pas si c'est pas décevant pour quelqu'un qui s'attendrait à voir une série de zombies. Maintenant, je pense que le postulat, il est vraiment très dans ces 2 premières pages que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'on comprend tout de suite que c'est pas le sujet. Mais voilà, moi c'est quand même quelque chose que je conseille. Les 4 premiers issues m'ont beaucoup plu. Et le twist final, je dois dire, m'a bien donné envie de lire la suite. Donc là, le premier volume vient de sortir en relié, c'est les 4 premiers chapitres. Et puis on attend la suite dès ce mois-ci. Zef, toi, t'as été suivi de la même façon ou pas ? Alors oui, ouais, complètement. J'ai vraiment kiffé. En fait, t'as mis le mot dessus quand tu parles de True Detective. C'est un truc que j'arrivais pas à trouver en fait, en disant ça me rappelle. En fait, je voyais plus True Blood dans le côté Bayou. J'irais du coup saison 2 saison 1 sur le côté vraiment un peu macabre, lugubre. On sait pas, enfin le côté sale, tropical, dégueulasse, transpirant et bien fourni. Mais ouais, du coup voilà, j'ai vraiment kiffé. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté dessin parfois mal mis en scène. Je me souviens d'un moment où t'as les mecs qui parlent ensemble ils sont front l'un à l'autre et d'un coup l'image suivante ils sont de quart et du coup t'as l'impression qu'ils sont plus du tout dans le même sens ou qu'ils se retournent plus dans le et du coup j'ai vraiment tu te dis attends c'est qui lui, comment c'est passé et pourquoi il fait ça parce qu'il était pas à cette place là au moment où bref mais après t'as des planches qui sont vraiment superbes hein. En l'occurrence toutes les planches où il y a un peu de violence et un peu de sang sont vraiment ultra travaillées. Oui, parce que ça se retient pas trop, j'ai pas insisté là-dessus mais finalement quand même il n'y a pas de zombies, quand il y a du sang quoi. Ouais. Non mais la première scène derrière l'espèce de bar là avec le mec qui tombe, c'est complètement fou en fait. Enfin, là c'est bien mis en scène, c'est bien travaillé et surtout effectivement la splash de sang est vraiment superbe. Après en termes d'histoire, je sais pas. En fait j'ai répété ce que dit Adrien, c'est un peu chiant, mais c'est chiant à dire les choses. Mais effectivement les subplots, effectivement le découpage par personnage est un peu confusant, un peu par moment, mais très bien travaillé. Le coup de la vengeance personnelle du mec est complètement folle. Enfin, j'ai kiffé suivre ce personnage précis. Surtout avec le twist. Non, c'est un bon comics. C'est pas un grand comics parce que tu peux faire la comparaison avec Walking Dead. Ça arrivera jamais à un niveau de Walking Dead parce que ça a pas autant de. Alors notez-le, prise de conscience. Ça n'arrivera jamais. Si ça devient bien. Non, mais je le souhaite. Non, mais je pense qu'en fait, là où je faisais la comparaison, c'est dans le traitement finalement des personnages avant tout. Ouais, et de se dire, finalement, il y a des histoires d'une petite communauté et les rapports entre eux valent bien plus que la maladie en tant que telle. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est volontairement souvent accentué, c'est-à-dire qu'en fait dans cette version-là des zombies, on peut pas vraiment savoir si quelqu'un est infecté. Oui, bien sûr. Et du coup ça rajoute une menace en fait presque. En fait pour dire que ça va paraître un grand comics, je sais pas comment dire, tu sens que tu sens qu'il y a pas un grand schème du truc quoi. Je sais pas comment dire ça. Tu sens que l'auteur en fait l'intrigue est pas a pas un grand projet. Ouais, il y a pas un grand projet du truc. T'as l'impression que ça va pas. Après c'est très bien. Enfin, je conseille largement. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai l'impression qu'au bout de peut-être 2 chapitres, 3 chapitres, ça va peut-être tout simplement s'éteindre. Enfin, je sais pas. Mais je souhaite que ça continue en fait parce que l'histoire est bien foutue. Tu t'accroches un petit peu au personnage et au. Mais bon, c'est juste pour le. Je sais pas pourquoi je stresse quand je parle. Mais je ne suis pas stressé. Pardon, vas-y. Tu parles de ta collection. On va demander son avis à Queutrus. Toi, je crois que t'es un lecteur de Walking Dead aussi. Ouais.
Et on peut dire que c'est complètement différent aussi ou Ouais, moi j'ai pas du tout la comparaison avec Walking Dead. True Detective, je trouve c'est pas mal quoi, ou Délivrance, tu vois, un peu pour le côté terreux. Après, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit Adrien et Zef. Donc, je rajouterais juste, tu vois, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce genre dans cette série, c'est l'aspect, l'intérêt des détails, en fait. Tu découvres au fur et à mesure des pages, des issues, en fait, le monde, comment le monde devient après cette épidémie, en fait. Les mesures gouvernementales, comme quoi, quand quelqu'un est suspecté d'avoir mordu quelqu'un, on le garde 72 heures pour voir si la fin arrive ou pas, ce genre de choses. Je trouve que l'ambiance du bled où ils sont est super bien rendue. Tu commences à comprendre un peu les interactions entre les personnages, comment les gens vivent. Et là-dessus, je trouve que le dessin, et je te rejoins sur le fait que ce soit confus. Moi, il y a même des fois où j'ai retourné la page, je me suis dit, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? On comprend pas très bien ce qui se passe parfois. Mais le dessin retranscrit bien ce côté un peu terreux, tu vois, un peu dur, voire humide. Là-dessus, on est quoi. On a vraiment l'impression d'être là-bas, quoi. Et du coup, ouais, en fait, Adrien ça c'est en grande raison grâce aux couleurs qui joue le même rôle que dans Outcast, en fait, vraiment à rendre cet aspect comme ça un peu crado, un peu moite. Un peu terne. Mais même l'ancrage, en fait, même les noirs, la façon dont ils sont posés, c'est pas très net. Parfois c'est net, en fait, c'est marrant parce que quand ils dessinent, je me rappelle d'une planche où il y a des oiseaux qui volent. Là, c'est très très fin. Des lignes claires et pour les paysages tout ça, et en fait quand t'es dans l'action, dans les dialogues, c'est beaucoup plus pas sauvage mais pas brouillon, parce que c'est pas du tout ça, mais tu sens que l'artiste a vraiment voulu ça, quoi. Alors après, effectivement, il y a des problèmes de mise en scène et qui rendent le récit dur à comprendre parfois, mais moi j'ai été captivé par l'histoire. Et puis juste une dernière chose, ils ont quand même réussi à pas renouveler, c'est pas vrai, le genre de zombie, mais à faire un espèce d'histoire de zombies qui n'est pas avec des zombies, quoi. Et ça, chapeau, quoi. Effectivement, sur la première page du comics, en fait, il vous explique quelle est la principale différence des deux, et effectivement, le fait qu'on puisse pas savoir qui le sont avant qu'ils aient envie de croquer votre bras. Et c'est vrai que je pense que ça pose bien les bases avant de se lancer là-dedans, surtout qu'on voit pas de personne qui se fait croquer avant, je sais pas, la moitié du premier comics, Non, 2 pages. Ouais, c'est le début, c'est vraiment. Ouais, et puis le fait qu'en fait les infectés, on les appelle les infectés, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais que les infectés aient encore une conscience, aient conscience que c'est une maladie et une culpabilité de ce qu'ils font ou pas. Ouais, et du remords. Du remords, que des proches vont les protéger, en fait. Du coup, tu as des relations un peu plus complexes entre les personnes, une famille ou ce genre de trucs. Et juste pour revenir sur les couvertures, elles sont assez géniales parce que c'est une bouteille de whisky, c'est ça, de Bourbon avec la face devant, et le 4e de couverture, tu as le disclaimer qui dit attention, les femmes enceintes ne doivent pas boire, etc. C'est assez marrant. On vient de renforcer encore un petit peu plus les liens entre Comics Outcast et le whisky. Oh, vous allez voir cet été. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, c'est une série, pour l'instant, en 4 épisodes. Je pense que beaucoup espèrent que ce soit revenu d'une façon ou d'une autre. Ça va l'être. On va passer au 2e comics de cette émission. Il s'agit de Super Sons. Naturellement, un comics de chez DC. Naturellement, Super Sons. C'est pas dans le titre. C'est pas dans le titre. Ouais, effectivement. Qui met en scène des personnages qui sont super et qui sont des enfants, des fils de leurs parents. Arrête de me regarder comme ça, Ben. Nekoto est derrière moi et je vois son jugement quand je fais des phrases de merde. Pas du tout. Et c'est Zef qui va nous en parler. Je te vois. Ouais. Non, tu me vois ? Ouais. Tu me vois là ? Ouais. Ok. Go. Super Sons, donc j'ai commencé par les auteurs, donc c'est Tomasi et Peter J. Tomasi qui est au scénar, et pour rappel, c'est un mec dont on avait parlé il y a un petit moment dans House of Penance ici. C'est un grand auteur qui vaut largement le coup sur plein de trucs, donc plongez-vous là-dedans. Super Sons, c'est quoi ? En fait, j'ai envie de commencer cette chronique par une histoire personnelle. Pardon. Non mais en fait, tout le monde... Parce que si nous écoute, on t'aime. Tout le monde a eu ça dans son enfance. Vous savez, vous êtes l'été chez vous, vous vous emmerdez peut-être un petit peu en campagne, ou vous êtes, je sais pas, dans une maison de campagne ou autre, une colo, et vous avez un pote avec vous qui vous dit viens, on va dans le jardin du voisin, ils sont pas là, mais on va dans le jardin et on voit si on peut aller dans la cave ou des trucs comme ça, et tu sais, t'as pas vraiment envie, en fait. Tu dis non, on va se faire engueuler si on se fait choper. Ouais, mais il y a personne, vas-y, viens, c'est cool et tout, et puis il te force un petit peu malgré toi, et tu le fais, et puis pour déconner, tu sais, tu mets un bandeau autour du visage pour pas qu'on te voit ou qu'on reconnaisse trop au cas où, tu sais. Et donc tu fais ça et tu commences à faire une connerie ou deux, tu te fais choper par des parents, tu t'échappes et tout, mais bon, tu rentres chez toi le soir, donc tu te fais défoncer quoi qu'il arrive. Mais bon,
Et en fait, Super Sons, c'est un peu ça. C'est Damian Wayne, donc le fils de Bruce Wayne, donc le fils du plus grand détective du monde, donc de Batman, qui va chercher le fils de Superman, donc John Kent, et qui va lui dire viens, on va faire des trucs ensemble, c'est trop cool, parce qu'en plus d'être les fils des deux plus grands super-héros du monde, eh ben en fait on est super balèze parce qu'on a du pouvoir. Enfin toi t'as des pouvoirs et moi je suis le plus intelligent que mon père, donc c'est cool. Et donc viens, on va faire des conneries ensemble. Enfin pas comme ça, mais grosso modo c'est ça. Et en fait ça prend la suite de la série régulière de Superman où t'as Bruce Wayne et Damian Wayne qui vont passer un séjour chez les Kent pendant 2-3 jours. Il y a 2-3 épisodes comme ça. Et en fait lorsque tout le monde a lu ce passage là et l'interaction qu'il y avait entre Damian et John, donc le fils de Superman, et cette espèce d'alchimie qu'il y avait entre les deux et leur opposition complète en fait, parce qu'on a un personnage sur Damian qui est complètement arrogant, sûr de lui, qui veut pas être parenté du tout parce qu'il a été élevé comme ça. Seul, quoi, ouais. Oui, voilà. Et de l'autre côté, t'as John qui est l'opposé complet, quoi, qui est le petit fils du fermier, super sympa, qui est généreux, qui a le cœur sur la main, qui veut pas faire de mal aux animaux ou quoi que ce soit. Et en fait, je dis pas que Damien en fait, mais bref. Et donc en fait, cette espèce d'alchimie et opposition, elle fonctionne tellement bien que tout le monde s'est dit putain, ça serait trop cool qu'il y ait une série régulière sur eux. Et donc Super Sons, c'est cette série-là, c'est la meilleure série d'ici pour moi actuellement. Vraiment. Ah ouais, d'accord. J'attends complètement chaque numéro avec impatience. Ah ouais, vraiment trop cool. Et donc voilà, donc il y a Damien qui va chercher un soir John, qui le prend par le bras, qui dit viens, on va faire des conneries ensemble. Ils vont faire des conneries gamins en permanence, mais alors, c'est la force. Des conneries niveau 2000 quand même. Hein, voilà, mais c'est ce que j'allais dire, c'est la force de Tomasi en fait dans son scénar et dans la façon dont il le traite. Parce que c'est pas infantilisant, c'est pas débilisant en fait, comme on pourrait le faire beaucoup de personnages quand on parle d'enfants. C'est pas du Lil Gotham, c'est pas ce genre de truc. C'est vraiment, les gars ils vont aller chez LexCorp et ils vont s'infiltrer chez LexCorp et se faire choper par Lex Luthor quoi. Ouais. Genre c'est pas juste de la merde. Et dans ce traitement de scénario là, on arrive à avoir des personnages qui sont enfants, fun, qui arrêtent pas de se taunter l'un sur l'autre en disant je suis plus âgé, ouais mais moi je suis plus grand que toi en taille, donc c'est moi qui, tu vois, que des trucs comme ça. Et en plus la crédibilité du scénario qui va avec en fait. Et c'est un putain de comics. C'est ultra dynamique autant dans l'histoire que dans la mise en scène, c'est-à-dire les cases et la mise en page des cases ultra cool. C'est un régal pour les yeux, ça se lit tout seul. Les dessins sont juste fantastique, enfin, en termes de dynamique, en termes de il y a Nekoto qui fait oui de la tête, donc vous pouvez y aller. Oui, si Nekoto en termes de dynamique, en termes de proportion, tous les combats sont ultra dynamiques, super intéressants, lisibles à tout va, ponctué de petits taunts et de petites blagues entre eux. Enfin, je sais pas, t'as John, donc Superboy, futur Superboy, j'imagine, ils sont en train de courir pour échapper à des ennemis, et t'as Superboy qui fait putain, c'est bon, avec mes super yeux, j'arrive à voir la moto, et Toll qui répond mais oui, en fait, elle est juste en face de toi, t'es con, t'as pas besoin de tes yeux, moi aussi je la vois. Meilleur passage, tellement drôle. C'est tellement cool. Et c'est que des trucs comme ça. Donc voilà, c'est une série pour gosses adultes, vraiment, qui donne envie, qui donne la patate, qui te fait du bien, et franchement je la conseille complètement. Voilà. Si vous voyez le sourire sur le visage de Zef, j'ai pas du tout lu ce que j'ai écrit en fait. Oh, il a parlé du cœur. Ouais. Oh, c'est trop mignon. On va demander son avis à Kétrus. Est-ce que pareil t'as été touché par la tendresse qu'il peut y avoir dans ces deux gamins, enfin ados, pré-ados, qui essayent pas forcément de se rebeller contre leurs parents, mais bon, de montrer que eux aussi ils peuvent avoir une identité en dehors de leurs parents, quoi. Trop connu. Moi personnellement, j'ai pas rigolé pour la blague de la moto, parce que Zef me l'avait fait 4-5 fois déjà. Ah vas-y, ta gueule. Mais sinon j'ai rigolé tout du long. Enfin non, c'est fantastique en fait. C'est vraiment génial. Les dessins sont ouf, l'ancrage il est fabuleux. C'est super. Tu tournes une page, t'as un truc qui serait une révélation. Enfin c'est les textes, les dialogues sont incroyables. Enfin c'est pareil. Je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est tellement juste en fait. Damien il est tellement bien écrit. Le personnage il est t'y crois tout de suite, les parents de Superboy aussi, le Batman, Alfred, enfin tout est bien écrit, tout est bien dessiné, les couleurs sont à tomber, il y a rien à critiquer dessus. Les fins de chapitre, elles sont tellement cool en plus. C'est bien. On va demander son avis à Adrien. Je sais pas trop si toi t'es consommateur de DC. Consommateur de DC, oui. Fan de Damian, pas du tout. T'as envie de le claquer, je sens. Et non, mais on va dire que c'est quand même un personnage qui est hautement irritant. Et impliqué dans
tu vois, le personnage de Superboy, pas du tout non plus. Alors, c'est pas Superboy, hein, Il l'appelle plusieurs fois Superboy, mais c'est pas le personnage, mais je pense que c'est un surnom histoire de se moquer de lui, quoi, peut-être limite. Cela dit, j'ai pris un pied monstrueux avec cette série parce que j'ai trouvé déjà que leur relation entre eux, voilà, elle est juste relation entre eux, c'est un énorme pléonasme maintenant. Genre c'est vraiment formidable, c'est super bien écrit, super juste, et en fait, par-dessus tout, je crois ce qui m'étonne le plus et ce qui m'a agréablement surpris dans cette histoire, c'est que c'est pas une histoire de gamin avec des enjeux de gamin et machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment une grande aventure qui vivent à leur niveau comme des enfants, mais en fait avec des objectifs d'adultes et c'est clairement une aventure du niveau de Superman et de Batman, oui, quoi. Tu vois, le danger est là. Le danger est complètement là et d'ailleurs ça se traduit clairement dans les bastons, dans les rebondissements, etc. Enfin, tu vois, ça plaisante pas, quoi. C'est vraiment une grosse truc. Et d'ailleurs, c'est un peu un running gag, c'est que tout le temps, ils arrêtent pas de dire. Ah, peut-être qu'on devrait appeler nos parents, tu vois. Et ça, en fait, c'est assez jouissif. Et tous les persos sont cool et ils sont pas traités comme des vulgaires gamins, on va dire. Tu vois, il y a un personnage féminin dedans qui est génial, quoi. Et j'adore la gamine, quoi. Tu vois. Ketrus, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, c'est vrai que c'est une vraie histoire de super-héros comme on pourrait l'avoir avec Batman et Superman, mais t'as toujours la petite phrase, le petit moment qui te fait retomber et qui te dit mais oui, mais c'est des ados, quoi. Et du coup, c'est hyper juste comme tu le disais, quoi. Ça, tu t'y crois. Excuse-moi. Ouais, voilà. Non, juste pour revenir sur le personnage Damian, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il est créé pour être ultra irritant. Et en fait, quand tu lis toutes les séries qui le concernent, en fait, il est tellement tout le temps comme ça que tu apprends à l'apprécier, en fait, comme ça. Ouais, bien sûr, mais en fait, là, je le trouve d'autant plus juste que, tu vois, il se la joue à mort à côté d'un gamin qui a 11 ans, tu vois. Et du coup, je trouve ça génial, en fait, c'est sa position de petit con, quoi, qui est là, quand même, c'est quand même un gamin qui a une mob, quoi, tu vois. Et voilà. Ouais, qui a une mob qui sait piloter un avion aussi, quoi. Mais oui. Dans l'idée, ce que je trouve cool avec Damian, et la relation qu'il a aussi avec John, c'est que, en fait, t'en arrives à le croire quand il dit, il y a plusieurs fois où il dit de toute façon je suis plus intelligent que mon père ou je suis en fait t'arrives à le croire en fait parce que il arrive comme putain le gars il a 12 ans, il arrive à faire des trucs complètement tellement larges. de trucs dans ses manches, quoi. Il a 13, je crois, il y a un truc comme ça. Ouais, 13 et 10 en fait, parce qu'il y a toute une blague sur le fait que 13 et 10, il y en a qu'un des deux qui peut être dans les Teen Titans parce que dans Teen Titans il y a Teen. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Teen Titans? Merci, parce que pour le coup je mets ma pièce officiellement sur Teen Titans où c'est Damian qui reprend l'équipe et là je vous en parlerai encore. Et que Truss pour conclure? En fait, moi ce que je trouve aussi génial, c'est que tu sais, t'as l'opposition entre l'enfance de Superman et l'enfance de Batman toujours, quoi. Ils n'ont pas eu la même enfance. Superman c'était beaucoup plus Smalley d'ailleurs, hein, la série. Et Batman beaucoup plus dur. Et là t'as la même chose. Sauf qu'ils se rencontrent et sauf qu'ils vivent les aventures ensemble et t'as un contraste entre la maturité de Damian Wayne et Superboy qui est génial en fait. Ça crée un duo comique et d'action qui marche super bien. Et c'est un duo qui avait tellement été attendu qu'il avait été annoncé pour la rentrée 2016 et il a été repoussé 2 ou 3 fois pour paraître pour la première fois en février. En janvier-février. Enfin, en tout cas, c'était daté février, donc je mets que c'est dans cette zone-là. Et qu'aujourd'hui, on a pu. Le troisième est sorti très récemment. Ouais, donc, jetez-vous dessus pour le coup. Ça a l'air d'être un gros coup de cœur de nous 4. Gros carton. C'est vraiment cool. Ce qui va nous permettre de passer à la troisième revue de cette semaine. Il s'agit d'un comics de chez Boom Studios. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un comics de chez eux. Il s'agit de Skyborn, écrit et illustré par Frank Cho, dont on avait parlé il y a un an en fait, pour parler de Hulk, de Totally Awesome Hulk. Et c'est moi qui l'avais fait et c'était chaud. C'est même pas un jeu de mots, c'était chaud CHAUD parce que c'était vraiment pas terrible. Mais que Truss, c'était avant Skyborn. Voilà. Que peux-tu lui dire de Skyborn? De Skyborn, qu'est-ce que je peux te dire? Donc c'est une mini-série qui est sortie en septembre 2016 en 5 issues et qui va se finir en juillet 2017. Donc faut pas être pressé, hein. Le 4, je crois qu'il est sorti, mais je ne suis même pas sûr, il y a eu des gros retards. Bah oui, parce que Monsieur Frank Cho, c'est une pointure. Alors moi, j'ai pas lu beaucoup de comics, je crois que j'en ai pas lu d'ailleurs de comics de Frank Cho. Mais par contre, je te conseille Totally Awesome Hulk. Ouais, apparemment, c'était chaud. Moi, je le connais plutôt par ses illustrations parce que Frank Cho, c'est plutôt un illustrateur qui fait des illustrations un peu hautes. Tu l'as? Oui, c'était
Tu l'as et plutôt à caractère à caractère un peu entre guillemets subversif ou plutôt considéré comme misogyne par pas mal de gens en fait. Il a fait des recueils d'illustrations qui sont à tomber par terre tellement ce mec est talentueux, dont un que je vous conseille qui s'appelle Apes and Babes. Alors bon, c'est des singes et des nanas quoi, et des babes. Tu vois le niveau. Bon, il est toujours dans des comment on appelle ça, des polémiques en permanence. Ce mec-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, allez voir, c'est assez drôle. Mais ce mec est ultra talentueux et c'est pour ça que j'ai foncé sur Skyborn et que j'ai mis ma pièce et que j'en ai déjà parlé à Zef bien avant. Je voudrais juste dire aussi que le coloriste c'est Marcio Méniz parce qu'il fait aussi un travail hallucinant dans Skyborn. Alors, l'histoire de Skyborn, c'est l'histoire, on nous dit en deuxième page de couverture, des 3 fils de Lazarus. Donc de Lazare. Alors, je ne sais pas exactement quel Lazare c'est, je pense que c'est le Lazare qui a ressuscité, le pote de Jésus qui a ressuscité, a priori dans la mythologie, qui a eu 3 enfants. J'ai pas la backstory, mais ouais, je te crois. Qui a eu 3 enfants et qui ont une super force et qui sont immortels et qui ont une peau impénétrable. D'accord. Voilà, donc ça va comme du gros super-héros quoi. Comme stat de base. Ouais. Et d'ailleurs, le comics commence 29 ans avant maintenant par Thomas Skyborn qui embrasse la photo de sa femme a priori et qui se suicide en sautant d'un avion au-dessus de la Chine. Donc il tombe et il se retrouve, il fait un énorme cratère et il ouvre les yeux et pousse un juron quoi. Tu sens que l'immortalité c'est pas trop son truc. Juste après, donc ça c'était Thomas Skyborn. Juste après on retrouve Grace Skyborn en Turquie de nos jours qui est en train d'essayer de négocier un artefact qui est une épée avec des méchants locaux et sans rentrer dans les détails et donc la négociation se passe mal parce qu'elle est assez quand même têtue, elle veut pas lâcher et on lui dit pas non à elle. Et là ça y est on rentre un peu dans ce qu'est Skyborn, c'est-à-dire de l'action, du blockbuster, ça va déchirer avec du dessin ultra violent, ultra dynamique et elle transperce un des gardes du corps avec son bras. S'ensuit une poursuite où elle arrête des voitures, où elle tue plein de gens, elle découpe la tête d'un mec pareil avec sa main tendue. Ouais. Toujours de façon très flegmatique. Tu sens qu'elle a l'habitude, quoi. Ouais. Tu sens que c'est quelque chose qui peut-être même l'ennuie, on sait pas trop où elle prend plaisir. Elle s'en va, elle a récupéré l'épée, elle s'en va en voiture. Mais ce qu'on voit est arrêté par un vieil homme en robe de bure avec un bâton. Un bâton en robe de bure, un vieil homme, mais contre Grace Skyborn, mais est-il fou ? Et d'un coup de son bâton renverse les voitures et s'ensuit un combat entre deux. Un combat. Ouais, alors déjà tu sens qu'il a des super pouvoirs parce que il arrive à éviter une rafale de mitrailleuses et il est assez étonné par elle. Ça s'ensuit une grosse baston bien épique comme on aime et il la tue. What ? Mais elle est immortelle. Fin de l'issue. Elle est immortelle. Eh ben non mec, elle est morte. Eh ben zut alors. Voilà, et après je vais pas raconter plus la suite parce qu'en 5 issues ça ferait un peu trop. Juste la deuxième issue commence avec un cardinal qui vient voir donc Thomas Skyborn qui est dans un monastère en Chine, qui est en train de porter des cailloux immenses, qui les coupe en deux pour aider à réfesteler le mur. On apprend que le cardinal il fait partie de la Mountain Top Foundation, comme Grace Skyborn qui est en fait une espèce de société secrète qui collecte des artefacts, dirigée, enfin ou plutôt en tout cas contrôlée plus ou moins par le Vatican. Et voilà. Et après, il y a tout de suite. Je te pose ça là. Je te pose ça là. Et après, il y a une histoire un peu qui va jusque dans le médiéval, dans les légendes arthuriennes. Vous allez avoir des dragons, vous allez avoir des choses comme ça. Et j'en dirai pas plus parce que ce serait trop spoilé. Adrien, est-ce que toi, ce mélange de tellement de pas mal de styles. Donc là, il parlait de légendes arthuriennes. On va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est vrai que ça gâche pas mal. Mais on part d'un truc, c'est une scène d'action type espionnage. Après, on se rend compte que la meuf, elle peut transpercer des champs avec le bras. Et après, il y a un moine d'une région qu'on ne connaît pas qui tape son bâton sur le sol et qui fait exploser des caisses. C'est ça, ça pourrait commencer comme un James Bond en fait, tu vois. Tu vois la scène dans le jeu. Je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était ça. Et pas du tout. Mais d'ailleurs, Skyborn, tu vois, moi je pensais vite fait à Jason Bourne et Skyfall. Non mais il y a un peu de ça, effectivement, c'est un espèce de truc d'espionnage. Cette introduction en ultra-violence totale et d'une... c'est vraiment littéralement jouissif et dans toute cette violence et cette espèce de débauche de gore que Frank Shaw nous donne là, derrière ça il arrive à développer un scénario
qui pourrait être un gloubi-boulga de mythologie et de croyances, etc. Mais ça tient debout et c'est ultra intelligent. Et les personnages, on s'y attache très très vite. Ce Skyborn qui est un immortel qui finalement ne désire qu'une chose, c'est mourir, à qui on vient annoncer la mort de sa sœur. Et en gros, c'est ce qui va tout lancer. Et il débloque complètement en fait de s'imaginer que sa sœur a pu mourir et que limite c'est ce qu'il a toujours espéré lui. C'est vraiment fort. J'ai adoré ce que j'ai vraiment. C'est du coup un carton plein ce soir dans les reviews. Ah ouais. Que toi tu veux ajouter quelque chose, excuse-moi. Et c'est aussi, moi j'ai trouvé ça extrêmement drôle quoi. Parce que le personnage du cardinal qui vient chercher Thomas Skyborn pour le ramener à la fondation, il a un humour, mais c'est acide. Du coup, là, si j'ai bien compris, je veux pas dire de bêtises, mais je crois Frank Shaw fait tout en fait. En fait, il fait scénario, illustration. Ouais. Et tu vois, autant dans Totally Awesome Hulk, c'était pas Jojo, et je pense que c'est pour une raison de déséquilibre entre son style et ce qu'il veut faire, et puis peut-être le scénar. Et les obligations, je pense. Là, clairement, en fait, dans l'action mythologico, comico, gore, tu vois, ça marche trop bien. Enfin, c'est jouissif. Je sais pas vraiment comment le dire autrement. Ça me fout ça fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Tu peux dire ce que ça te fait. C'est du Frank Shaw, tu peux le dire. C'est pas ça. J'avoue. Zef, toi, pareil. Est-ce que tu, pareil, séduit de tout cette explosion Non mais je sais pas. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi, mais je voudrais connaître ton avis à toi. En fait, ouais, carrément. Non, c'est vraiment. Moins d'enthousiasme. Non mais. Si, autant enthousiaste, parce que quand Ketrus m'a dit t'as vu, il y a que ça qui sort, j'ai fait ok, je veux, et en fait c'est trop bien, voilà. Enfin, tu m'avais montré le tout début avec la nana qui découpe les gens et qui met ses bras partout. Et non, mais c'est bien, en fait, c'est une bonne série, effectivement, c'est juste, c'est violent mais jouissif. Que dire que je vais reprendre tous les trucs que vous avez dit pour les redire. Mais alors après, déjà, quand moi tu me dis Frank Shaw plus Boom Studio, tu vois, je fais un peu le dos rond, quoi. Et au final, ça marche super bien. Mais si là, on n'arrive pas à en parler si proprement que ça et qu'on a juste à dire c'est ultra jouissif et tout, c'est parce que finalement, ça tient un peu de choses. C'est quand même énormément d'action. Une issue, tu la lis en 5 minutes top chrono parce que ça tabasse. Alors, moi j'adore, c'est quelque chose limite je reproche à certains comics de pas être assez dans l'action, de pas savoir être simple et de pas savoir tu vois, aller à l'efficacité. Maintenant Skyborn, faut se mettre en tête, je sais pas ce qui va se passer dans 5 issues, je suis pas sûr que les tenants et aboutissants au final soient très très complexes, que l'histoire soit très épaisse et que les dialogues aillent au-delà de l'humour, mais c'est quelque chose qu'on peut complètement valider. Et moi je suis sûr que, enfin voilà, une fois que ça sera relié, une fois que la mini-série sera terminée, ça sera un super truc à offrir à un ami adulte qui, oui, clairement, soyons très clairs, un ami qui a plus de 18 ans et qui a envie d'un truc qui est en full patate, quoi. Ouais, en fait, mais tu dis très justement ce qu'il y avait à dire au niveau du scénar, c'est que tu sens que ça tient à pas grand chose, en fait. C'est que il y a beaucoup de textes, mais finalement pour pas dire grand chose, et tu sens que le gars il rajoute une couche en disant attends, c'est le dialogue, c'est le dialogue des années 80, quoi. En fait, on retrouve quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais. Tu vois, des années 80 avec le dialogue bien senti tout le temps, les punchlines un peu dans tous les sens. L'histoire, elle a pas besoin d'être très compliquée, mais par contre, c'est solide, c'est stable, quoi. Que ce soit pour conclure, décidément. Oui, c'est pour ça que je parlais de blockbuster au début, en fait. Tu vois, complètement. Mais je cherche le nom du mec qui fait le blockbuster à la con, là. J'ai pas en tête. Michael Bay, merci. C'est ça. C'est du Michael Bay. Alors c'est Michael Bay avec de l'hémoglobine, quoi. Ouais, mais sans destruction du monde. Enfin, pas encore. Il n'y a pas tant de nichons que ça. Mais c'est vrai que moi je te rejoins, j'ai une crainte, c'est qu'en 5 issues, à mon avis, le scénario ça risque de. Non, ça va tomber comme un plat. Voilà, c'est ça. À mon avis, ça va finir en explosion et puis on n'aura plus rien. Avec peut-être l'espoir que l'année prochaine, dans 2 ans, on ait une suite. Donc c'est un comics de chez Boom Studio. Comme d'habitude, vous pouvez nous faire des remarques sur ce que nous avons lu, si vous les avez lus aussi ou si vous en avez envie. Pour ça, Twitter ou le groupe Facebook, le Bouya Comics Club. C'est un groupe privé pour le moment, mais demandez votre invitation, il n'y a pas de souci. On vous met un lien sur la page de l'épisode sur radiokawa.com. Envoyez l'argent sur mon compte en Suisse.
ou sur le Patreon dont je parlerai en fin d'émission. À tout de suite, on se retrouve pour la deuxième et troisième partie de l'émission. On va parler d'AD After Death et de X-Men Uncanny Marvel Masters Dice. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Master. À tout de suite. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer. Dis-moi chérie, t'es bien vierge? Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité? Papa, comment on fait les bébés, Vous n'osez pas demander à votre maman? Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes. Une fois par mois, entre adultes consentants. Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe. Minuit 69. C'est complètement addictif. De retour dans la deuxième partie de ce 72e épisode de Comics Outcast, toujours en compagnie de mes 3 chroniqueurs. Nous allons passer à la partie qui s'appelle le Focus. C'est un comics qui a été choisi par l'un des chroniqueurs pour l'émission, qu'il a lu ou qu'il avait envie de lire à la base et dont il va nous parler en plus grand détail que dans les revues. C'est Adrien qui a choisi le titre cette semaine. Il s'agit d'un comics qui s'appelle AD After Death. C'est sorti en 2016 de l'année dernière. Et pour les auteurs, je ne vais pas les nommer, je vais laisser Adrien le faire parce que je pense qu'il va baver. Oui. Alors, on a derrière AD After Death, Scott Snyder, connu pour Witches, Batman, American Vampire. Autre chose à rajouter, peut-être? Je pense qu'il a une liste encore plus longue que ce bradin. T'as dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Et Jeff Lemire, mon chouchou de Black Hammer, de Descender, de Moon Knight, de Sweet Tooth. Voilà. Scott Snyder et Jeff Lemire, qui ont déjà d'ailleurs collaboré Ils ont bourré ensemble. collaboré de façon presque indirecte autour de World quand Snyder s'occupait de Swamp Thing et que Lemire s'occupait d'Animal Man. Il y avait eu déjà une imbrication assez intéressante de leurs deux univers qu'on ne peut imaginer que complémentaires. Et c'est ce que AD After Death nous prouvera par A plus B de façon assez simple. Annoncé comme un roman graphique prévu pour l'automne 2015, c'est un projet qui avait un peu disparu des radars, et puis il y a eu une rumeur comme quoi ça allait devenir un ongoing parce que le projet prenait un peu de l'épaisseur. Et puis finalement, ça a été annoncé comme une sortie en mini-série, donc de 3... j'ai envie de dire livres. Non, c'est 3 chapitres. Revues, en fait. Revues, disons, en octobre 2016 chez Image. On est aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement, le 10 mai. Le 3e et dernier volume vient de sortir. Je n'ai pas eu le temps de le finir avant l'enregistrement, mais sachez que j'ai hâte. Alors, pour être très clair et simple, c'est quelque chose comme je pense n'avoir jamais lu. C'est pas vraiment un roman graphique, c'est vraiment pas un comics, c'est plus novel graphique que graphic novel. C'est dense, c'est puissant et je vais avoir beaucoup de mal à le résumer sans desservir le projet, mais je vais essayer. Le pitch est très simple. On suit un homme, un récit à la première personne, délivré par un certain Jonah Cook dans un futur proche où l'humanité est débarrassée du concept même de la mort. Et si je pitch de cette façon, c'est que Lemire et Snyder sont connus pour raconter des histoires par le prisme des personnages, et donc bien au-delà de découvrir le comment ou le pourquoi la mort ne toque plus à notre porte. Le sujet, c'est plutôt de réfléchir aux conséquences d'une découverte de ce genre à travers les yeux de Jonah, une sorte de kleptomane, dira-t-on, qui évoluera et qui aura toujours voulu extraire les choses à leur destin, rendre les objets à leur rôle dans l'histoire. Résumons ça comme ça. Mais imaginez que si demain la mort n'était plus un problème, quelle est soudain la valeur d'une relation ? Quelle est soudain la valeur d'un souvenir, d'une rencontre, d'un métier ? À quoi bon gagner de l'argent ? À quoi bon, je sais pas, posséder des choses ? Bref, c'est un peu tout ce que Snyder et Lemire mettent sur la table. Alors,
comment c'est vraiment dense. ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que Snyder ici, il livre un texte. Pas d'habitude, il fait des scénarios, et là, je peux pas dire que ça soit vraiment un scénario. C'est plus un récit, tu vois, à la première personne. C'est à la limite de la littérature. Hein, c'est de la prose, clairement. Le problème, on a Adrien a du mal à le résumer parce que le découpage de l'histoire est lui-même différent d'un comics classique en fait. Ouais, complètement. La nature même de la façon dont on raconte peut changer dans le livret d'une page à l'autre. Oui, mais parce qu'en fait, tout simplement, quand il raconte son histoire, c'est-à-dire dans le passé, c'est une nouvelle, et c'est de la littérature, c'est une nouvelle illustrée, et à partir du moment où on vit les événements présents, ça redevient un comics. Alors il y a même... un comics dans le sens. Si on va même un petit peu plus loin, il y a deux présents. Si on comprend bien l'histoire, en fait, il y a effectivement des moments qui sont du comics, de la BD, narration séquentielle illustrée, qui se passe au présent. Ouais. Au présent. Et puis il y a ses souvenirs, c'est presque comme un album photo, un journal intime, etc. Et là, on passe sur un mélange entre des calligrammes un peu à la Apollinaire, illustrés par Jeff Lemire. Alors aussi des phases comics qui sont pas forcément dans le présent en fait. Et il y a des phases comics qui sont alors oui, pas dans le présent, mais en fait plutôt t'as bien résumé, c'est ça, c'est toutes les phases nouvelles littéraires, c'est ces souvenirs qu'il raconte, donc en fait, mais souvent c'est le passé. En fait, ça fait plus journal intime. Et tout ce qui est à l'époque de la narration en fait actuelle, tout ce qui lui arrive, ses aventures, mais qui est découpé aussi pas de façon linéaire, c'est du comics. Voilà. Et donc ce personnage, Jonah Cook, le récit qu'on parcourt, son journal intime, admettons, il est écrit comme ça parce que Jonah a un rapport à l'archivage, à la mémoire, au souvenir qui est ultra important. Et le comics va commencer par son premier souvenir. Le premier souvenir, c'est un accident dû à la maladie que sa mère va avoir. C'est le premier souvenir qu'il ait, et ça va être finalement le drive de toute la narration et de toute l'histoire de Jonah. Bien au-delà d'expliquer pourquoi la mort n'existe plus, on va plutôt essayer de comprendre la biographie de ce personnage. On va ensuite switcher d'époque, le voir lui dans une jungle visiblement qui a l'air dangereuse, dans des couleurs complètement psychédéliques, une espèce de jungle un peu vivante, alien, on comprendra pas exactement tout de suite. On va le voir ensuite, on va revenir un tout petit peu en arrière pour le voir en train de voler une vache. Alors là, à ce moment-là, ça se passe en 825 After Death, ce qui veut dire après qu'on ait trouvé la cure contre la mort. Et donc on compte désormais en cycles. Et parce que voilà, il y a plus de raison de quantifier le temps, franchement, autrement. Et les cycles durent 50 ans. Et à côté de ça, on ne vieillit pas. Oui, parce que le premier récit qu'on a de 800 ans après After Death, du coup la nouvelle chronologie, c'est il quitte son boulot, et en fait quand il discute avec un de ses collègues, il lui dit tu t'en vas, mais t'es là depuis combien de temps? Je suis là depuis 3 cycles, je crois. Ce qui représente 150 ans, tu vois. Et d'un seul coup, en fait, c'est vachement fort, parce que tout ce que tu as avant, c'est effectivement les souvenirs de Jonah Cook, de son enfance avec sa mère, etc. Et d'un seul coup, il te fait basculer. Il te dit attention, cette histoire, c'est pas juste l'histoire de quelqu'un qui raconte ses souvenirs, mais là, je vous emmène quelque part, je vous emmène autre part, quoi. Et c'est là où tu comprends After Death, le titre. En fait, c'est là où c'est super bien fait, c'est que même la narration est tellement lente que finalement. Le gars, il vient de te parler ça fait 150 ans qu'il fait un même taf. T'as pas l'impression, en fait. T'as l'impression que ça fait juste 3 jours. En fait, t'as même un moment, je trouve que c'est à la fin du 2 où tu le vois passer peut-être 3 cycles ou 4 cycles à faire la même chose. Et en fait, t'as l'impression que c'est pareil, c'est un jour après l'autre qui se passe exactement de la même façon. Ouais, et ça paraît anodin quand on le dit comme ça, mais en fait c'est vraiment balèze, parce que toutes ces histoires d'éternité, de gens qui vivent longtemps, tu vois, tu peux le retrouver avec les elfes dans le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses qui est très dur à décrire, en fait, parce qu'on est humain et on est limité et on est construit par la mort, en fait, par des limites dans notre façon de penser, de réagir. Et en fait là, je trouve que
en quelques cases, Snyder là, il arrive à nous faire sentir ce que ça pourrait être, quoi. Et c'est un vrai tour de force. Et dès que tu commences à lire ça, tu fais mince, il faut que je lise tout là, c'est pas possible, quoi. Adrien. Et voilà, en fait, du coup, toute la force d'After Death, ça sera que derrière un pitch de science-fiction, on va avoir un traitement vraiment sentimental, enfin presque intime, tu vois, du fait de lire les souvenirs vraiment d'une seule personne et qui va raconter toute sa vie, exactement comment ça s'est passé. Et on pourrait s'attendre à une forme de frustration par rapport à un pitch qui part un peu en mode science-fiction, mais du coup, c'est sans compter sur le talent des deux quand même, qui ont toujours eu cette approche-là. Je pourrais un peu rappeler juste l'aspect biographique de Sweet Tooth qui quand même s'étale sur toute la vie d'un personnage, ou encore d'Animal Man qui était finalement plus traité comme un père de famille que comme un héros, et tu vois, il avait su prendre complètement le récit à contre-pied, ou qui fait sur Moon Knight et de traiter la maladie mentale, ou des destins croisés et ultra fragiles de Descender, tu vois, où finalement on est encore une fois beaucoup plus axé sur des personnages que sur la trame science-fictionnelle du truc. Et puis, de façon plus générale, côté Snyder, tu vois, tout ce qu'il a fait autour de Batman, qui finalement, il a su replacer le personnage comme un homme de famille. Et là, voilà, donc on va passer d'une époque à l'autre, d'un vol de vache à un vol de radiocassette, l'annonce de la maladie de sa mère, les souvenirs où avec elle, il pénétrait par effraction dans des maisons, à imaginer que c'était les propriétaires et à faire des jeux de rôle avec eux. Et puis en même temps, de montrer ce que c'était pour lui, en tant qu'enfant, de savoir que sa mère était condamnée et que du coup, il vivait dans une espèce de peur permanente de la mort, ce qui forcément va résonner par la suite dans son rôle, dans la découverte de cette cure contre la mort, parce qu'on apprendra que Jonah Cook est un membre actif de cette découverte, et tout le scénario dans ces 3 volumes vont vraiment en fait nous faire découvrir comment il a été acteur de cette révolution pour l'humanité dans son enfance, dans son âge adulte en tant que voleur, je mets des guillemets et puis je vous laisse un peu la surprise, et dans l'acte 3, dans sa consécration et dans son geste fatal qui finalement lui-même regrette. Et ça, c'est pas un spoil, c'est juste que dès le début, on est clairement posé dans ses pas comme quelqu'un qui regrette d'avoir trouvé cette cure contre la mort, quoi. Il dit tout de suite, aujourd'hui, c'est le jour où tout s'arrête et où on revient, enfin bon, c'est pas exactement où, mais on revient en arrière, quoi. Et c'est des thèmes qui sont vraiment durs, en fait, finalement. Je veux dire, la maladie d'une mère, sa place dans la société. Parce que du coup, oui, ce qu'on n'a pas précisé, et c'est là où l'importance de l'écrit, de l'archive, du mémoire, elle est super forte. C'est que dans ce monde où on ne meurt plus, les hommes sont quand même incapables de garder des mémoires, enfin des souvenirs, plus d'un cycle en fait, enfin plus d'une durée de vie, quoi. Et du coup, ça donne lieu à des rencontres assez fortes où finalement des personnages se connaissent encore. On a complètement retourné le paradigme. Et il va croiser quelqu'un et dire, tu sais que la prochaine fois qu'on se reverra, on se connaîtra plus. Et il y a des moments quand même ultra poignants comme ça, moi qui vraiment me touchent beaucoup, me foutent un peu la chiale, hein, je dois avouer. C'est pas un feel good comics, hein, quand même. Que suis-je ? Ouais, c'est pour revenir sur ce côté, justement, les gens oublient en fait leur passé parce que le temps passe, il y a trop de temps qui passe, mais lui justement, par son obsession de l'archivage, de l'enregistrement, lui conserve en fait ces souvenirs-là et peut même permettre aux autres de s'en souvenir, justement, de la relation qu'il a avec une femme pendant plus de 10 ans, elle ne se souvient pas, et lui s'en souvient et a même pu lui faire lire aussi même ce qui s'est passé avant After Death, en fait. Donc il n'y a personne qui écrit quoi que ce soit pour enregistrer l'histoire comme on le fait aujourd'hui ? A priori... c'est pas forcément un enjeu, en fait. C'est pas plus intéressant, d'accord. Ouais. Bah, c'est comme disait Adrien, en fait. Quel est l'intérêt finalement de garder ce que tu as fait hier ou avant-hier quand tu sais que tu vas vivre 10 000 jours devant ? Il n'y a plus d'intérêt, plus de peur, donc plus finalement
pas besoin de se raccrocher à quelque chose d'important que tu as fait, parce que finalement tu pourras peut-être refaire 10 fois pire ou 10 fois mieux. Tu verras des arbres pousser et mourir avant donc de... c'est ce qui est, c'est super. Enfin, la façon d'en parler d'Adrien est complètement folle en fait, parce que vous le voyez pas quand il en parle, mais on sent qu'il est vraiment pris par ce. Ouais, je suis à la fois extrêmement touché et à la fois extrêmement embêté par le fait de très mal en parler, parce que je me rends compte à quel point c'est compliqué tu le vends bien quand même. Enfin, pour moi, parler de ce comics, mais et puis bon, voilà, au-delà de la narration qui est assez brillante, faut que je fasse un stop quand même. Bon, je vais faire du fanservice Lemire et c'est pas la première fois que je le ferai, mais les artworks là-dedans, en fait, Lemire s'en sort brillamment entre tu vois, des passages qui vont être vraiment ultra BD, et on se rapprochera de ce qu'il a pu faire sur Sweet Tooth par exemple, et qu'on peut aimer ou ne pas aimer, hein, mais je comprendrai tout à fait. C'est des passages qui sont assez courts, mais qui sont finalement, qui apportent toujours une forme de dynamisme au récit. Des moments plus album photo, de la prose illustrée. Finalement, je me suis dit à un moment, ça me fait un peu penser aux livres pour enfants, enfin de notre enfance du moins, tu vois, genre un Roald Dahl que tu sortirais, et puis t'as ton texte à gauche, ton illustration qui vient à un moment libérer ton imaginaire, quoi, tu vois, un court instant. Et j'ai même l'impression, là, Lemire, enfin, tu vois, il est encore grandiose aux couleurs et aux aquarelles. C'est un truc qu'il maîtrise à mort. Il y a quand même tout un délire à un moment sur ce monde où, du coup, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, une nouvelle couleur serait apparue dans le ciel. Ah, putain, et tu sais, quand lui le peint, et tu as presque l'impression d'avoir sous les yeux une nouvelle couleur, quoi. Et je suis à peu près convaincu qu'il n'y a que les aquarelles de Lemire qui peuvent te rendre ça. Et tantôt, tu vois, dans son boulot, t'as presque l'impression, c'est pas tant qu'il illustre le texte de Snyder, c'est qu'il illustre l'essence émotionnelle du truc. Enfin, tu vois, non mais je veux dire, il cherche même pas tant forcément à te dire voilà ce qui se passe. Parfois c'est une tâche, parfois c'est une vieille c'est un truc complètement abstrait d'aquarelle qui accompagne complètement tes émotions dans la lecture du truc. Et du coup, pour cette raison, j'aimerais inviter tous nos auditeurs qui ont envie de lire After Death à plutôt l'acquérir sous forme papier, parce qu'il y a vraiment un enjeu sur la lecture, la vision un peu macro, quoi, du truc, la place du texte dans l'image ou la place de l'image dans le texte. Pour le coup, enfin, je te rejoins complètement sur le physique, parce que moi je l'ai lu en numérique, et là quand je vois les albums, en fait j'ai envie de parler d'albums plus que de comics, même la taille est différente d'un comics classique. La pagination, enfin, il y a 60 ou 70 pages, je crois, un truc comme ça, donc t'as vraiment plus. On sort en fait de ce carcan comics pour arriver sur un objet qui est visuellement beau, intéressant. Le papier est différent, la couve de papier est différente. J'ai l'impression de voir des albums, des vinyles, en fait, des albums vinyles d'un certain côté, dans la façon dont c'est présenté. C'est ultra cool, enfin c'est bandant comme truc, quoi. Ouais, on se rapproche un peu de ce que tu peux retrouver dans l'association en France sur ce genre de BD un peu underground. Ouais, c'est l'objet. C'est l'objet, ouais. C'est ultra cool. Et d'ailleurs, enfin, là tu vois où je mettrais un bémol, moi je trouve que la longueur en fait des tomes est trop petite en fait pour moi, parce qu'en fait t'es entre le comics et le roman, et du coup moi je suis un peu sur ma fin. Poil bâtard, un poil trop court pour de la littérature, un poil trop long pour un comics. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, j'ai la sensation que la compilation des 3 volumes sera peut-être plus claire, en fait. Sera peut-être plus consommable, tel quel. Mais je pense que tu gâches le plaisir d'avoir une version épisodique, je veux dire, qui est vraiment belle. Enfin, j'imagine qu'on va faire un bel objet derrière, mais enfin, le voir comme ça. Je dois dire que l'attente entre les 3 chapitres ajoute beaucoup en plus à la lecture du truc. Faut dire que le texte de Snyder, tu vois, c'est intense, quoi. C'est vraiment intense, et du coup, j'aime bien le lire aussi comme ça, de cette façon presque morcelée, enfin, tu vois, presque interrompue. Parce que voilà, c'est trop honnête, c'est trop personnel, c'est trop juste et sensible pour être consommé peut-être trop rapidement. Enfin, du moins c'est mon ressenti, quoi. Et on a presque l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autobiographie quand tu vois, il parle de la relation entre Jonah Cook et sa mère. Il y a un truc, il y a un truc perso derrière. Je me suis posé la question parce que tu vois, par exemple, les souvenirs avec sa mère d'aller visiter les maisons sur pilotis abandonnés.
je pense qu'il est super doué et que c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'il écrit une biographie. Ça paraît tellement précis. Mais ça te parle, c'est incroyable, quoi. En fait, t'as des textes, enfin, t'as vraiment des morceaux de texte où une fois que tu l'as fini, tu te poses un instant, quoi. Tu t'arrêtes, tu dis ok, je vais ressouffler ce qu'il vient de me dire. Ouais. Mais on va prendre un grand coup d'air et puis on va repartir. C'est lourd, quoi. Mais en même temps, c'est ce que tu trouves dans la littérature, en fait. Cette espèce de cocon que tu peux avoir dans ce que quand tu lis un roman, quand tu lis un bouquin, que tu as pas forcément dans les comics. Et là, du coup, t'as un peu les deux. Je suis pas d'accord parce que c'est pas aussi court et intense, en fait. C'est sur une grosse littérature où t'as 500-600 pages. T'as le temps de voir ça un peu dilué, finalement. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as des pans de texte comme ça, comme un mini-roman, une nouvelle, ce genre de choses, tu vas avoir un rythme, tu vas avoir l'auteur va pouvoir jouer sur des rythmes, sur une longueur, sur quelque chose qui apporte plus que le comics, en fait. Ouais, le comics, parfois t'es un peu ça vous est jamais arrivé de lire très vite une page parce que t'es intéressé par l'histoire, puis après tu reviens parce que tu regardes les dessins ou ce genre de trucs, et du coup là t'as un peu les deux, et moi en lisant After Death, c'est rigolo parce que quand je lisais les parties nouvelles, j'étais hyper pressé d'arriver aux parties comics, et quand je lisais les parties comics, j'étais hyper pressé de revenir aux parties nouvelles pour justement avoir variation de rythme. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je suis à peu près convaincu que c'est une œuvre qui se relira vraiment super bien, que tu vois, genre une deuxième lecture arrivé au terme du truc, tu vois, va complètement changer ta perception de l'œuvre. Oui, parce que le découpage est pas si évident que ça, parce qu'en fait tu fais toujours l'aller-retour entre ses souvenirs, exactement, ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire, et c'est comme quand tu vois Pulp Fiction la deuxième fois, quoi. Enfin, tu vois, genre c'est une deuxième lecture. En fait, c'est très cinématographique, c'est marrant. Moi, je voyais très bien. En plus, vu que Lemire il illustre le texte, c'est comme si tu avais un narrateur, une voix off qui te racontait quelque chose et que tu avais défilé des paysages ou des scènes, tu vois. Ouais, complètement. Je sais pas si c'était dans ton focus, Adrien, mais il y a déjà un projet d'adaptation ciné qui a été vendu. Je suis pas sûr de ce que ça peut donner. After Death, c'est vrai. Ouais. Bah, comme à peu près tout ce que Lemire fait, il y a des options qui sont posées. Descender a des droits ont été achetés déjà, mais ça veut pas dire que ça sera fait. C'est juste quelqu'un qui pose ses pièces, quoi, comme beaucoup de pièces en papier. Tu veux conclure ? Bah oui, en fait je peux conclure. On a essayé de raconter l'histoire sans trop en dire et de façon très laborieuse. Je pense qu'on a insisté sur la beauté du boulot de Lemire, la justesse de l'écriture de Snyder. Mais en fait, je pense vraiment ce qu'il faut comprendre, et ce qui est fort là-dedans, c'est à quel point, et je m'y attendais pas honnêtement, quand tu vois deux tronches comme ça, tu vois, tu pourrais te dire ça va être une bataille de coqs et il y en a qu'un qui sortira gagnant du truc, quoi. Et là en fait il y a vraiment un boulot de complémentarité qui fonctionne. Et puis moi qui suis quand même un amateur de science-fiction, je trouve que les plus belles histoires de science-fiction sont là quand la science elle est qu'un prétexte pour raconter des histoires qui transcendent, tu vois. Et là Lemire et Snyder ils le font merveilleusement bien, quoi. T'as très très vite t'oublies, tu gardes très très fort en tête cette notion de qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus la mort. Mais on s'en fout du pourquoi, on s'en fout du comment, même si ça sera plus ou moins le fil rouge du truc. Le plus important, c'est les questions que ça pose et c'est les émotions qui s'en dégagent. Et voilà, c'est ultra touchant. Moi, ça me bouleverse, ce comics. C'est donc un comics donc de deux ultra stars de l'écriture et de l'illustration qui en ce moment existent en format individuel de 3 graphic novels, romans graphiques, ce que vous voulez, mais bon, c'est cette espèce d'hybride original. J'imagine, parce que j'ai pas encore eu le catalogue de 2017 pour Image, mais j'imagine que ça va très vite sortir en relié, et à ce moment-là on saura vous en parler. En attendant, vous pouvez choper donc les 3 premiers numéros dans votre crèmerie, et je pense qu'on n'insistera pas assez sur la préférence papier plutôt que la version numérique, sauf si vous avez une très très grande tablette. Pour Lemire en général. Et du coup, voilà, vous trouvez ça chez Image Comics. Merci beaucoup pour ce focus à vous 3, Adrien pour la préparation, Adrien, et Quetrus et Zef pour vos avis, pour vos avis. On se retrouve dans un tout petit instant pour la dernière partie de l'émission. On va parler de jeux. À tout de suite. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce ?
Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. De retour dans la dernière partie de ce 72e épisode de Comics Outcast, nous allons parler dans cette section hors les bulles d'un jeu de plateau. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé parce que d'habitude c'est vrai qu'on attend plutôt Noël. Société, donc. Jeu de société, yeah. Jeu qui se joue en communauté sur une surface plate. Sur une table. En vrai. Et le jeu de cette émission s'appelle Dice Masters Uncanny X-Men. Voilà, cette fois-ci je l'ai dit dans l'ordre. C'est dans l'autre ordre, mais c'est pas grave. Tu te rigoles? Non. Uncanny X-Men, Dice Master? Mais le jeu c'est pas... Ouais, bon. Tu as raison. Oui, mais il est devant moi, je vois bien. Mais c'est débile. Dice Master, en fait, c'est le il va Paris Monopoly. Le système. Voilà, merci Ketrus. C'est le système de jeu, et là, c'est spécifiquement sur Uncanny X-Men parce qu'il existe 2 autres versions, une avec AVX et une autre avec Spider-Man. Il y en a une autre qui sort sur Deadpool, je crois. Alors, je tiens la boîte dans ma main, je vois plein de petits dés. Donc, voilà. En même temps, il y a Dice Meister dans le truc. Donc, Voilà, en fait, c'est pas un. On a parlé pas souvent de jeux de société dans cette émission. Ici, on a souvent parlé, donc quand on en a parlé surtout de deck building, où on construisait son deck de cartes au fur et à mesure. Mais comme Adrien n'aimait pas ça, J'ai dit non. Adrien a dit non parce qu'on avait une proposition avec Eutrus, et du coup on a fait autre chose, on a fait un dice building juste pour le faire chier. Donc Dice Master, c'est un truc qui est créé à la base par Mike Elliott et Eric Lang. Pour restituer le personnage, Mike Elliott, c'est un gars, c'est un game designer qui a bossé sur un petit jeu, entre autres, qui s'appelle Magic the Gathering. Entre autres, il a lead designé oui. Non, rien, pardon. Et développé pas mal d'extensions de Mirage aux dernières là qui sont sorties, entre autres Scourge, Fifth Down, un truc comme ça. Le deuxième, Eric Lang, alors putain, ce nom on me parle tout le temps, mais je vais le retrouver. C'est aussi un très bon designer. Entre autres, le gars, il a créé et participé à la création de Blood Rage, qui est un putain de jeu. Ouais, je dis ça parce qu'il y a Nekoto derrière, il sait ce que c'est, et Adrien aussi, voilà. Donc c'est le mec a fait Blood Rage, il a créé du XCOM, le jeu de société, toujours. Il a fait du Star Wars The Card Games, il a fait Call of Cthulhu, Warhammer Invasion. Enfin bref, voilà, ce sont 2 grosses pointures quand même du jeu de société, qui est dans la zone. Tout à fait, ouais. Voilà, qui ont créé ça. Donc X-Men, Uncanny X-Men Dice Meister, c'est quoi? C'est un jeu de dice building. Quelle est la différence avec un deck building? Très peu. La seule réelle différence, c'est qu'au lieu de construire un deck de cartes, on va construire un deck de dés. C'est-à-dire que on va s'affronter, ces affrontements 1v1 ou 2v2 avec des points de vie. Faut vraiment imaginer le jeu à la Magic, où chacun des invocateurs en fait a un certain 20 points de vie. Là, on a 10 chacun pour le coup dans Dice Master, et on va invoquer des créatures. Alors on va invoquer des créatures sous forme de dés pour attaquer l'adversaire et lui faire des dégâts, et l'adversaire va se protéger avec des dés des héros X-Men ou de l'univers X-Men. Donc il y a Juggernaut, Archangel, Cyclope, Kitty Pryde, Ouroboros, ce genre de choses qui sont là et qui vont être invoqués sous forme de dés avec des pouvoirs. Et alors je vais laisser Ketrus expliquer un peu plus précisément les règles, parce que c'est lui qui s'est fardé les 15 pages de règles en anglais, parce que moi j'y comprenais que dalle, parce que j'étais un peu claqué quand j'ai eu le jeu, et que je suis mauvais de toute façon en anglais. Et voilà, donc en fait on va s'affronter là-dessus. On va avoir des cartes de héros. Faut savoir que le jeu de base s'achète il doit avoir pour 15 ou 20 balles pour le starter, parce qu'on parle vraiment de starter, et c'est un JCE ou un JDE, parce qu'on achète des dés et pas des cartes. Alors tu peux définir ce pour. Alors c'est un JCE. Non, c'est JCC d'ailleurs, j'ai connerie. C'est JCC, et là, on est plus sur un JDC. C'est un jeu de cartes à collectionner ou un jeu de dés à collectionner. D'accord. Plutôt ça.
j'ai une connerie ou pas? Non, c'est bizarrement. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire qu'on achète un starter qui contient exactement les cartes et les dés qu'on a dans le starter. C'est-à-dire tous les starters de ce type-là de Uncanny X-Men va avoir toujours ces mêmes cartes et toujours ces mêmes dés. Et si on veut faire évoluer son deck de dés, c'est-à-dire avoir plus de héros ou des héros différents ou plus de sidekicks ou ce genre de choses, on va acheter des boosters de cartes dés, parce que la carte du héros est liée à un dé spécifique ou deux dés en l'occurrence, et on va acheter ça en fait en booster fermé comme Magic ou d'autres de jeux du genre, et on va en fait piocher au hasard. Alors faut savoir, c'est un jeu qui a cartonné lorsqu'il est sorti, il a 1 an ou 2 je crois de mémoire, c'est assez récent et il se vend déjà en promo, aussi bien le booster 2014. Voilà, ah ouais, quand même, c'est plus que ce que je pensais. Ça se vend déjà en promo, c'est-à-dire que moi, les boosters, j'en ai acheté 6 pour le plaisir d'ouvrir les boosters, et je crois que je les ai eu à 1,20€ au lieu de 2,50€ ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment bradé aujourd'hui. C'est WizKid qui fait ça, parce que c'est la société de toute façon aujourd'hui de Mike Elliott. Et puis voilà, je te laisse la parole pour l'explication de règles et je rebondis avec toi. Absolument, il y a 45 étapes que je vais vous détailler une après les autres. Non, je vais faire brièvement parce que c'est vrai que à la première lecture des règles, c'est un peu complexe pour un jeu qui ne l'est pas tant. Très simplement, tu vas choisir 2 héros par camp en fait, pour lesquels tu vas avoir des dés qui vont représenter tes héros. Au milieu, tu vas avoir des espèces de cartes actions diverses et variées qui représentent des actions du comics. Je sais, j'ai pas vu, mais il y a sûrement une fastball special, genre de truc. Ouais, ce t'as un genre truc de mêlée, t'as un truc comme ça. D'accord. Et tu vas avoir une réserve de dés chacun, donc 8 dés, ce qu'on va appeler les dés sidekicks. Alors ça, c'est marrant aussi. Donc c'est pas les dés héros, mais c'est des dés blancs sans couleur et sans le signe des héros qui vont te permettre de jouer. Sans trop rentrer dans les détails, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas lancer tes dés et sur les dés, tu as différents types de faces. Tu as des faces énergie, un peu comme les Pokémon, qui vont te permettre d'acheter des héros ou d'acheter des dés actions. Et tu as des faces actions qui vont permettre de générer des actions, et tu as des faces héros. Alors c'est très rigolo, la face héros, tu as le petit cycle de ton héros. Alors Kitty Pryde, c'est un bandeau. D'ailleurs c'est marrant, ils l'ont fait un peu non, ça, en fait, le dé de Kitty Pryde, c'est une nana qui passe à travers le mur en fait. C'est très mal fait. Ah, je l'ai pas vu. Ça. Mais non, en fait, le bandeau, c'est le type de personnage. Ah oui, c'est le type de personnage. Bref, en fait. Pour Wolverine, tu vas avoir une griffe, etc. Et puis sur tes dés, tu vas avoir une attaque, une défense et un coup de recrutement, enfin un coup qui va te permettre d'envoyer tes héros sur le terrain. D'accord. Donc en gros, tu as une phase. Ça, c'est le mana par exemple. Ouais, en fait, c'est ta mana. Ouais. Bravo. Donc en gros, tu as une phase où tu lances tes dés, et en fonction de tes dés, tu peux relancer, et tu peux soit acheter des dés, donc construire en gros ton pool de dés, donc c'est pas un deck, mais ça revient à peu près au même. C'est pareil. Et faire des actions pour bourriner l'autre ou pour tuer ses créatures ou ce genre de choses. Et en fonction de ce que tu fais, tes dés vont tourner, vont revenir dans ta réserve, vont permettre de bloquer, etc. Voilà, ça sert à rien de rentrer dans les mécaniques. Est-ce que c'est... Non, vas-y. Non, j'allais dire, le seul truc... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, d'accord, ok. Le truc qui est cool dans le jeu, c'est que c'est... Enfin, malgré la partie qui était un peu lente parce qu'on comprenait pas forcément bien les règles au début, mais je pense que le jeu va être très dynamique en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu assez rapide dans le sens tu prends tes dés, tu les lances, tu vois tout de suite, parce que c'est des phases assez parlantes, ce que tu vas faire ou ce que tu peux faire. Tu fais ton action, tu attaques ou tu défends ou tu mets en position d'attaque, enfin de défense sur le field, et tu passes le tour, et puis l'adversaire fait pareil. Je pense que les parties t'en as pour 20 minutes grand max, et tu enchaînes en fait les actions. Je t'attaque, bon ok, je défends avec ça, clac. Donc c'est plus rapide que du Magic, c'est plus dynamique et plus parlant, parce que moins de texte et peut-être moins de pouvoir, en tout cas sur le booster, sur le starter. On a une question du public en la forme de Ben. Hein. Oui, alors la personne qui lève la main là-bas. Bonsoir, je t'écoute. Benjamin, Paris. J'ai une petite question. Est-ce que c'est juste un skin d'un jeu banal de dés, ou est-ce que ça raconte une histoire ou un arc des Uncanny X-Men justement ? Non, t'as pas d'histoire, c'est vraiment que de l'action. Alors dire que c'est un skin, c'est un peu dur parce que t'as vraiment un travail quand même sur les pouvoirs des personnages et sur les cartes des personnages. Maintenant, c'est pas comme du Legendary Marvel quand je vous avais fait tester, où t'as l'impression de faire un arc de personnages et donc une histoire. Non, c'est pas le cas du tout. Là, tu fais vraiment une rencontre entre deux personnages, entre deux groupes de personnages, qui va être, moi j'ai joué Juggernaut, Archangel, toi t'avais joué Kitty Pryde et Cyclope, ouais. Et puis je me suis fait défoncer.
après, je crois que c'est dans un arc quand même. Je pense qu'on parle un peu vite. Faudrait peut-être essayer de voir. On les parle autres d'arc parce que c'est vendu par type. C'est-à-dire que t'as AVX qui est vendu en starter et qui vont avoir des personnages spécifiques de AVX à ce moment-là. En fait, c'est plus des compositions d'équipe. Voilà, c'est ça en fait. Donc si tu veux jouer Phoenix Cyclope, tu dois pouvoir le faire parce que le personnage doit exister, il doit être plus rare que les autres parce que plus balèze, et en fait tu peux construire un peu ton deck 2D différemment avec les boosters que tu vas acheter, mais à mon avis à voir sur la longueur du jeu si tu peux avoir beaucoup de dés ou si tu es limité en nombre de dés dans ton deck. Ok, rapidement parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut le fusionner avec Spider-Man dont tu as parlé tout à l'heure par exemple? On peut mélanger? Oui, tous les jeux sont fusionnables. En gros, si quelqu'un avait déjà un starter d'une autre série, on dit ça. Oui, c'est en fait j'imagine que si j'achète le starter AVX, on peut jouer contre le starter X-Men, Uncanny X-Men. C'est un système de jeu, donc c'est compatible. À voir si c'est pas le problème de Magic qui rajoute une extension, c'est-à-dire la dernière extension est forcément plus balèze que l'ancienne, donc est-ce que c'est pas trop déséquilibré en termes de rotation comme dans Hearthstone par exemple? Si, il y en a une, mais du coup une carte avec ses dés et ses pouvoirs vont être parfois moins fortes sur une première extension que sur la dernière par logique, parce qu'on renouvelle le jeu, on met d'autres mécaniques que la première extension ne peut pas affronter. En termes de tarifs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que tu fais le petit truc, on est sur une vingtaine d'euros sur la boîte de base, le starter pack, et aujourd'hui les boosters vous les trouvez à vraiment 2 euros, c'est le grand max, sinon vous faites arnaquer les gars. Donc voilà, soyez avertis. Que truc, pardon? Non, j'allais dire, c'est vrai que vu qu'ils sont pas chers, ça vaut le coup, parce que pour les gens qui sont fans de l'univers Marvel ou qui sont un peu collectionneurs, c'est pas dégueu. Les illustrations des cartes sont assez belles. Bon, t'as moins le côté fun comme dans Versus System dont j'avais parlé à l'émission de Noël, où là tu peux vraiment faire des decks thématiques. Et alors là, t'as beaucoup de héros. Là, tu as quelques dés. Les dés, Zef trouvait qu'ils n'étaient pas super de bonne facture. Moi, je trouve ça assez fun d'avoir les dés à l'effigie de ces héros. C'est assez sympa, mais moi je reste sur ma frustration de ne pas avoir l'effigie du héros. Mais bon, si tu veux vraiment être à fond et te faire un playmat un peu illustré pour avoir les zones de jeu et avoir des bourses à dés, pareil, tu vois, à l'image de tes héros. Oui, merci. Bourse à dés, voilà, ça rigole. Je vois le public juvénile qui rigole. Ça déconne. Sur playmat, t'as pas rigolé, non? Aussi. Et ça peut être intéressant, voilà. Ouais, enfin, pour revenir sur les dés, c'est pas qu'ils sont pas de bonne facture, c'est cool d'avoir des dés qui sont tout petits et très carrés, qui ont une texture. Non, mais je sais pas comment dire ça. Alors en fait, les dés sont pas forcément carrés, hein. Vous avez compris que les arêtes sont parfois rondes. Merci pour le geste, Nekoto. Les arêtes droites, c'est ça que tu veux dire? Voilà. J'ai juste que la texture du dé, ça paraît con, mais c'est super important et agréable. Le seul truc que je regrette, c'est effectivement les petits dessins dessus qui sont pas très beaux en fait. C'est un peu dégueulasse. Puis l'ancrage est dégueu. Franchement, vous regardez ça, c'est moche comme tout. C'est pas pas foufou. Et puis on a des bourses à dés dedans qui sont vraiment dégueulasses. Oui, mais dans le starter. C'est pas très joli. Faut que je le verrai à l'envers, c'est voilà. Non, voilà. Est-ce que tu peux me dire, genre, est-ce que la bourse est plutôt rigide ou elle est un peu tissu, tu sais, un peu tissu papier. Ah, donc tu vois le genre plutôt molle. Mais on y rentre bien la main. Elle est quand même large. On y rentre bien la main. Ouais, il y a des trous au bout pour respirer. Cette émission va vraiment. Elle est trop loin. Je crois qu'elle est semi-perméable. Pour moi, la base d'une bonne bourse. Elle est perméable. Alors j'ai mis la main dans la bourse et j'ai chopé un dé. Un dé sidekick. Alors est-ce qu'il est de bonne facture, Eric? Est-ce que tu aimes bien? Ouais, la facture est ok. Après, je pense que toi, t'as plus d'expérience de voir des. Non, mais est-ce que tu apprécies lance le dé sur la table? Est-ce que tu apprécies la façon dont tu le jettes et dont il roule? Moment radiophonique. Ah, presque. Point d'interrogation. Est-ce que tu aimes bien ce petit? Moi, je suis pas sûr que. C'est très léger, ça semble dense et lourd et ça tombe directement. Voilà, c'est plutôt agréable en main, c'est plutôt agréable. Ouais, mais ça roule pas des masses. J'ai l'impression de faire une émission de la Ligue, mais je suis désolé, mais c'est super important les dés. On se rend pas compte. On a fait une émission sur les dés une fois. Ouais, c'est super important. Tu fais une émission sur les dés? Non, on a fait une chronique là-dessus, mais c'est super important. Tellement dans une sorte de spin-off là. Dites-moi, est-ce que une partie, ça dure à peu près combien de temps? Je dis une vingtaine de minutes. 10, 15. Ouais, 15 minutes, c'est grand. Enfin, 20 minutes, tu prends ton temps. Ils sont d'accord tous les deux, ils ont fait la même partie, ils ont pas vu le même temps. Non, parce qu'on a joué avec les règles, on a fait une partie avec les règles en apprenant plus ou moins, donc c'était plus long. Je pense que 20 minutes, tu prends ton temps, 10 minutes. Pour ça, je dis c'est très dynamique comme jeu en fait. Je prends mes dés, je les lance, je vois ce que je fais, je passe la main et ainsi de suite. Ok, eh bien, nous vous mettons. Ok, c'est cool. On vous met toutes les informations. C'était trop concernant naturellement ce jeu
en ligne sur le site de radiokao.com dans la page de l'émission qui sera dédiée à cet épisode-là. J'ai dit 2 fois la même chose. Wow. Ouais. J'ai rien compris. Sur ce, en gros, on va mettre les informations du jeu dont on a parlé sur le site. Waouh. Mais quel site? Radiokawa.com. Ah, je croyais dans le Bouillard Comics Club. Le BCC. Oui, on peut le mettre dessus aussi. Non, mais c'est toi qui choisis, c'est toi le chef. C'est la fin de cette émission. Mission personnelle. Non, d'abord il faut dire au revoir. Merci à nos 3 chroniqueurs et 2,5 chroniqueurs et 0,5 réalisateurs. Ah d'accord, donc attends, du coup moi t'es la moitié d'un chroniqueur, t'es pas en plus. Non, voilà, je suis même pas en plus quoi, c'est que du coup je suis un demi-chroniqueur. Non, moi j'aurais dit, alors moi je suis désolé, dans mon émission j'aurais dit que t'étais un double. T'étais quelqu'un de triple. Exactement, même. on est d'accord. Tu fais 3 boulots en même temps. T'as fait qu'un focus et une chronique, hein. Ah ouais, c'est vrai. Il a fait le tiers de l'émission à lui seul, et si tu rajoutes la réelle, il a fait quasi la moitié, voire les 2 tiers. Puis bon, je retire ce que j'ai fait le focus. Enfin bon, bref. Bah oui, non, mais c'est tout quoi. Un des meilleurs focus de cette année. Dont un a doublé en tant que réalisateur. T'as vu la culpabilité, il vaut plus que nous en chronique. Il a doublé de volume en parlant de l'émir. Donc nous on est des sous-chroniqueurs en fait. Écoutez, je ne peux pas réconcilier la droite et la gauche de la table. Là, je ne peux pas. Il va falloir que la France est plus grande que tes erreurs. Quelle indignité. Oh, double. On peut pas tout faire. Tous les débats en même temps là, les campagnes, tout ça. Merci à toi, Adrien. Écoute, c'était un grand plaisir, Eric. Nous aussi, on a kiffé ton focus comme d'hab. Hein. Je pense qu'on va encore avoir des gens. Il m'a encore ruiné. Écoutez, vous avez la violence du vous avez le choix d'écouter ce que dit Adrien, de vous faire séduire par son discours, mais après l'achat, voilà quoi. C'est votre problème, les gars. C'est bien, pas le nôtre. Voilà, mais Adrien, on te retrouve dans 2 semaines, un mois. T'as plein de projets là pour toi. Dans 2 semaines / 5 minutes, effectivement. Ah, le time fuck. On va dire au revoir aux autres chroniqueurs que on verra, enfin en tout cas on verra beaucoup plus tard. C'est que Truss, à bientôt que Truss. Au revoir Eric. Arrêtez avec cette... Bref. On te retrouve où? Ah, il est content. Ok, je sais, on retrouve sur la Ligue des gens ordinaires. Très bien ce qui s'est passé. Ouais. Il a dû te dire, Zef, t'a dû te dire, mets-le à plat. Non, il m'a rien dit du tout. Je comprends pas ce qui se passe là. Tu es parano? Tu veux qu'on en parle? On peut en parler? Oui, parlons de paranoïa. Non, on a une autre émission à tourner. Sur la paranoïa. Sur la paranoïa. On va faire un nouveau podcast. What? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il fait? Adrien, termine cette émission, s'il te plaît. Shut it down. Bref, la Ligue des Justiciers, la Ligue des gens masqués, la Ligue des joueurs ordinaires. Mais what? J'ai fait. Eh merde. Enfin. Et Zef, où est-ce qu'on te retrouve? Eh ben, dans 5 minutes. On me retrouve dans la Ligue des joueurs ordinaires, hein, forcément, et puis parfois dans Minus 69, et puis parfois dans Halo Central, et puis dans 5 minutes dans Comics Outcast. En gros, et je prends 2 minutes vraiment pour un grand merci à Adrien, parce que vraiment, non mais ça paraît con, mais ton focus sur After Death m'a vraiment foutu des frissons en fait, donc je merci. Écoute, tu sais que j'aime te donner des frissons. Je règle ta barbe. Sur ce, nous on se retrouve le lundi 29 mai dans 2 semaines pour notre 73e émission. Ça avance vite ces bêtises, hein les enfants. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Ciao. À très vite, ciao. Ciao. Hey, salut. Hello Scott? Yes, it's Zef from Comics Outcast. Yeah, I'm terribly sorry. We didn't receive your payment from... Moi aussi j'ai des frissons.